Nous sommes en novembre 1966, à Point Pleasant, en Virginie occidentale. La nuit est claire et fraîche et le paysage est d'une beauté exceptionnelle, comme seul l'automne dans les Appalaches peut l'offrir. Les montagnes verdoyantes se sont teintées de couleurs flamboyantes avec la venue de l'automne. Du orange, du rouge et du jaune recouvrent le paysage et transforment les collines en une sorte de magnifique coucher de soleil. Actuellement, avec la faible lueur de la lune, les couleurs sont atténuées, mais toujours aussi resplendissantes et chatoyantes. La fête d'Halloween est passée et laisse place aux douceurs et au réconfort des récoltes. Du cidre de pommes fraîchement pressé, des tas d'épis de maïs pour d'heureuses familles qui se blottissent autour d'un feu avec une couverture et une tasse d'une boisson chaude et sucrée. Certains pensent que Noël est le moment le plus romantique de l'année. D'autres pensent que c'est la Saint-Valentin ou le printemps, lorsque les fleurs fleurissent et que la brise souffle leur parfum sur la ville. Cependant, pour ce couple, cette période est le moment le plus romantique. Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune femme empruntant une route de campagne sinueuse. Ils sont amoureux et ont l'impression d'être seuls au monde. À cet instant, tout est parfait. Ils roulent juste pour rouler, pour mettre la radio à fond et savourer le fait d'être seuls ensemble. Mais après avoir parcouru un long tronçon de route sans rien voir, ils décident de s'éloigner un peu plus de la ville, en direction d'une zone surnommée la zone TNT, en référence à une ancienne usine de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a que des animaux sauvages, mais c'est magnifique la nuit, et il ne devrait y avoir personne. Au détour d'un virage, la femme croit apercevoir quelque chose du coin de l'œil. Son cœur palpite, cela la fait replonger dans des peurs oubliées de son enfance. Enfant, elle était toujours inquiète en voiture, la nuit. Elle imaginait un monstre courant à côté de la voiture, essayant de l'attraper. Elle l'imaginait avec de longs membres et de grands yeux, se déplaçant à quatre pattes, se perdant dans la pénombre. Elle en faisait des cauchemars et pensait à ce que la créature ferait si elle rattrapait la voiture, si elle passait par la fenêtre pour la traîner dans l'obscurité. Et bien évidemment, ce n'était que le fruit de son imagination. Le genre de choses que l'esprit d'un enfant qui s'ennuie invente sur une longue route, en croyant voir des monstres, là où il n'y a que des branches mortes ou des animaux nocturnes. Cependant, aujourd'hui, en regardant la forêt par la vitre, elle ressent la même terreur que celle qu'elle ressentait quand elle était petite. Elle ne réalise pas qu'elle serre trop fort la main de son petit ami, jusqu'à ce qu'il la retire en grimaçant. « Doucement, tu es en train de m'écraser la main. » Il sourit, mais l'inquiétude se lit dans son regard. « Tu vas bien ?» Elle opine de la tête et tente de se débarrasser de ce sentiment. « Oui, ça va. » Elle se dit que tout cela est si ridicule et qu'elle a laissé son imagination prendre le dessus. Elle a vécu à Point Pleasant toute sa vie. Elle connaît bien la vie sauvage. Les animaux sortent parfois la nuit. C'est tout autant leur monde que le sien, se dit-elle. Alors qu'elle commence à se détendre, elle le voit à nouveau. Un mouvement, un battement, comme celui de grandes ailes foncées, à la limite de la zone éclairée par les phares. La façon dont cette chose bouge, la façon dont elle brille dans la lumière qui semble la traverser comme de la brume noire, tout cela lui paraît très bizarre. C'est comme les vieilles histoires que son grand-père lui racontait sur les phénomènes que l'on voit dans les montagnes tard dans la nuit. Des choses dont il ne faut jamais s'approcher. Un jour, il lui avait parlé d'un puma avec un visage de femme, ou d'un cerf qu'il avait vu se dresser sur ses pattes arrière. Elle n'a jamais rien vu de tel, mais elle éprouve la même sensation que celle qu'il avait décrite. Ce sentiment profond qu'il s'agit d'une chose contre nature. La façon dont son corps et son esprit réagissent instinctivement. « Tu as vu ça ?» demande-t-elle, la gorge serrée. Son petit ami hoche la tête. « Vu quoi ?»« Il y a des cerfs par ici. Tu sais, un cerf a complètement détruit ma dernière voiture. Il m'a foncé dessus. Il n'a rien eu. Il s'est relevé et est parti comme si de rien n'était. Moi, par contre... » Non, ce n'était pas un cerf. Peu importe, c'est absurde. Mais son petit silence le fait s'arrêter. Il braque le volant et gare la voiture sur le bord de la route. « Hé, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'a tant bouleversé ?» Il la serre contre lui afin de la réconforter. « C'est juste que... je pensais avoir vu quelque chose. » Elle pousse un soupir. Elle se sent ridicule. C'est probablement le cas. Il y a toutes sortes d'animaux par ici. Mais c'est bon. Ils ont plus peur de nous que nous deux. La rassure-t-il. Elle hoche la tête en fronçant les sourcils. Non, je sais ça. Ce n'était pas un animal. Je crois. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai eu cette horrible sensation. J'ai eu la chair de poule. Quoi que j'ai aperçu, je ne peux pas expliquer ce que c'était. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Comme si ça n'était pas censé être là. Elle plonge son visage dans ses mains en s'efforçant de trouver les mots justes. Il lui caresse le dos, ne sachant que faire ni que dire. Il reste assis comme ça pendant un long moment, avant qu'elle ne se redresse enfin. « Tu veux rentrer à la maison ?» lui demande-t-il. Elle fait un léger signe de tête. « Je suis désolé. Je sais que tu voulais encore rouler. C'est une nouvelle voiture. » Il l'interrompt. « Je veux faire ce que tu as envie de faire. Viens. On va au restaurant prendre 2 hamburgers et voir s'il reste de la tarte aux cerises. Ça te va ?» Elle acquiesce. « Ok, ça me va. »
Alors que le jeune homme s'apprête à remettre la voiture en marche, un soudain battement se produit. Quelque chose se déplace dans le faisceau des phares. Cette fois, ils le voient tous deux les yeux écarquillés quand la chose s'arrête juste devant leur voiture. Elle fait la taille d'un homme adulte et a une envergure de 3 mètres. Cela ne ressemble à rien de ce qu'ils ont pu voir auparavant. La chose est massive, gris foncé, son visage est masqué par la lumière réduite. À part une chose remarquable, une paire de grands yeux rougeoyants qui les transpercent. Puis, d'un battement d'ailes, la chose étrange disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Le couple reste assis en silence pendant un long moment, avant de se regarder l'un l'autre. Ils ne se disent rien, mais leurs expressions disent la même chose. « Tu as vu ça aussi, hein ?» Trop bouleversé pour parler, le jeune homme démarre le moteur de ses mains tremblantes, et tous deux reprennent la route déserte en direction de la ville. Ils doivent rentrer, ils doivent appeler la police et lui dire... Que lui dire d'ailleurs? Qu'ils ont vu un monstre? Un homme qui vole avec des yeux brillants? Va-t-on les croire? Soudain, la voix de la jeune femme brise le lourd silence qui règne dans la voiture. « Derrière nous !» s'écrie-t-elle. L'homme jette un coup d'œil dans le rétroviseur et aperçoit ce qu'il prendrait pour des phares rouges, s'il ne savait pas déjà de quoi il s'agit. C'est bien évidemment cette chose massive qui vole derrière leur voiture et qui les suit. Quand la voiture tourne, la créature fait de même. Quand la voiture accélère, la créature bat des ailes plus fort pour les rattraper. Elle ne fait rien d'autre. Elle n'essaie pas de les attraper ou de briser le pare-brise arrière. Elle se contente de les suivre et de les observer avec un air presque curieux. Puis, après avoir parcouru 5 interminables kilomètres, la créature disparaît à nouveau. Le couple se retrouve seul, complètement seul. La peur qui leur glaçait le sang s'est estompée. Ils ont compris que cette créature est partie, du moins pour le moment. Une fois de retour en ville, ils s'arrêtent au poste de police et se précipitent à l'intérieur. Ils ont du mal à expliquer à l'officier de police ce qu'ils ont vu, lequel reste sceptique bien entendu. Il les perçoit comme 2 enfants effrayés ayant vu des choses qui n'existent pas. Mais ils insistent encore et toujours sur le fait qu'ils savent que ce qu'ils ont vu est bien réel. L'officier se moque d'eux, écoute leur histoire et leur dit qu'il s'agissait probablement d'une sorte de grand oiseau sauvage. Les yeux des animaux reflètent la lumière, ajoute-t-il. Et tout semble plus dangereux la nuit, surtout quand quelqu'un est déjà dans tous ses états. Comprenant qu'ils ne seront pas crus, ils rentrent chez eux et se préparent à se coucher. Mais ils ne trouvent pas le sommeil. Impossible. Ils ne pensent qu'à cette énorme créature qui s'est posée juste devant leur voiture et qui les a regardés fixement. Son incroyable envergure, sa vitesse, l'étrange intérêt qu'elle avait manifesté en les suivant jusqu'à ce qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Que voulait-elle? Réapparaîtra-t-elle un jour? Allongés dans leur lit, les yeux rivés au plafond, à se repasser en boucle les événements de la soirée, ils se demandent s'ils obtiendront un jour les réponses à ces questions. Une chose est sûre, cependant. Aussi longtemps qu'ils vivront, ils n'oublieront jamais ces yeux. Malgré ce que l'officier de police a pu penser de leur histoire, ce couple ne fut pas le seul à voir l'étrange créature ailée dans les environs de Point Pleasant. Au cours du mois suivant, d'autres personnes ont signalé avoir vu des choses similaires. Et très vite, les récits de témoins oculaires se sont multipliés. 2 pompiers volontaires l'ont vu pendant leur service. Ils ont décrit un énorme oiseau aux yeux rouges vifs. Un officier de police a déclaré avoir vu un animal ressemblant à un oiseau de taille inhabituelle, dont les yeux reflétaient la lueur de sa lampe de poche. Un groupe de fossoyeurs en plein travail a vu quelque chose de grand, sombre et pourvu d'ailes voler dans le ciel, éclipsant momentanément la lune. Cette chose a plané au-dessus d'eux, puis s'est posée sur un arbre un peu plus loin. Dans toute la ville, des personnes ont déclaré avoir vu la créature, et cette histoire n'a cessé de prendre de l'ampleur. Le shérif a tenté de calmer les habitants en affirmant qu'il ne s'agissait que d'une grue du Canada, un grand oiseau d'une envergure de 2 mètres et dont les yeux sont rouges. Mais les témoignages ont continué à affluer, et ils sont devenus de plus en plus étranges. Certains ont dit qu'elle pouvait voler à plus de 160 km/h, d'autres qu'elle pouvait apparaître et disparaître à tout moment. Un homme originaire de Salem, en Virginie occidentale, a attribué à la créature les motifs étranges apparaissant sur l'écran de son téléviseur, ainsi que les bruits étranges qu'il a entendus à l'extérieur de sa maison pendant la nuit. Puis survint l'apparition la plus tristement célèbre de cet être étrange. Les témoins oculaires ont vu une énorme et sombre créature ailée dans la nuit du 15 décembre, survoler le Silver Bridge, un pont suspendu sur le fleuve Ohio. Peu après, le pont s'est effondré et 46 personnes ont perdu la vie. Bien qu'une rupture de la chaîne de suspension soit à l'origine de l'accident, les habitants de la ville murmurent que c'est cette mystérieuse créature qui en est responsable. Et s'il n'en est pas complètement responsable, alors ce monstre a au moins une part de responsabilité. C'est obligé. Comment cela pourrait-il être une simple coïncidence? Cette chose mystérieuse est devenue célèbre sous le nom de l'homme phalène, mais la fondation SCP l'a baptisé SCP-2901. Et d'après les observations, il n'y a pas qu'un seul homme phalène, mais bien une espèce entière. SCP-2901 désigne une espèce de créature charognarde carnivore qui, jusqu'à présent, ont fait preuve d'une intelligence somme toute limitée.
Elles mesurent en moyenne 1,70 m et ont généralement une forme ellipsoïdale avec deux grands yeux rouges recouverts d'un tissu photosensible. Leur corps est recouvert de minuscules écailles irisées, semblables à celles que l'on trouve chez les papillons de nuit, les papillons et autres insectes appartenant à l'ordre des lépidoptères. Ils ne sont pas soumis aux règles classiques de l'espace ou du temps et sont capables de s'y déplacer à leur guise. Cela leur confère des capacités en apparence invraisemblables, comme le fait de léviter, de voler, de se téléporter et de produire un effet de neutralisation acoustique censé les aider à éviter d'être détectés. Elles restent insensibles à la plupart des armes courantes, comme les armes à feu traditionnelles. En raison de leurs capacités exceptionnelles qui les rendent particulièrement insaisissables, ces créatures se sont montrées difficiles à contenir par des méthodes conventionnelles. En outre, il est devenu de plus en plus difficile, avec le temps, d'empêcher la population de parler de leur existence. La première manifestation recensée du SCP-2901 a eu lieu en Virginie occidentale en 1967, peu avant l'effondrement catastrophique du Silver Bridge. Depuis lors, les SCP-2901 ont fait tout leur possible pour éviter les êtres humains, en restant aussi discrets que possible et en se volatilisant dès qu'on les approche. Cependant, ils se manifestent toujours près des lieux où se sont produites diverses catastrophes. Ils apparaissent sur les lieux entre environ une semaine et un mois avant qu'un événement terrible ne s'y produise. Grâce à leur capacité prédictive, comparée par certains chercheurs à un odorat, ils sont capables de ressentir le moment où un événement susceptible de faire de nombreuses victimes va se produire. Une fois qu'elles sont arrivées dans une zone, les créatures y restent et la surveillent jusqu'à ce que la catastrophe se produise. Ils sont très territoriaux. Ils se battent entre eux pour contrôler la zone et changent même leur apparence pour effrayer les humains qui s'aventurent sur leur territoire. Une fois que la catastrophe s'est produite, les SCP-2901 présents dans la région se nourrissent des morts jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nourriture disponible. Ensuite, ils disparaissent complètement sans laisser de traces derrière eux. Étant donné que les SCP-2901 ne peuvent être contenus physiquement, la Fondation SCP a élaboré des directives pour gérer les apparitions des créatures, ainsi que des procédures à suivre si un agent rencontre l'une de ces créatures. Les dossiers impliquant des SCP-2901 sont confiés à la Force opérationnelle mobile Phi-5, également connue sous le nom de Twilighters, à ne pas confondre avec les jeunes adultes fans de la fameuse série sur les vampires. Si une personne rencontre un SCP-2901, elle doit se soumettre aux procédures d'amnésie classiques, et toute fuite dans les médias concernant les créatures, comme les messages sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube ou les reportages dans les journaux locaux, sera supprimée ou neutralisée par la division de la désinformation, de la censure et de la suppression. Les agents de terrain ont pour instruction d'éviter le SCP-2901 autant que possible, et de disposer d'appareils mobiles capables d'envoyer des messages SMS au cas où l'une des créatures se servirait de sa capacité de neutralisation acoustique. Si un agent se retrouve face à un SCP-2901 et qu'il n'y a aucun moyen d'éviter une confrontation directe, il doit suivre des étapes bien précises afin de minimiser les pertes. Premièrement, il ne faut pas tenter de fuir la créature, cela pourrait l'inciter à vous pourchasser. Deuxièmement, il faut rester sur place et maintenir le contact visuel. Il ne faut pas montrer le moindre signe de faiblesse. Troisièmement, il faut se montrer menaçant, comme le font les créatures pour effrayer la population. Il convient alors de se servir de ses vêtements pour paraître plus grand, de se tenir sur la pointe des pieds et d'écarter les bras. Il faut procéder ainsi jusqu'à ce que le SCP-2901 se lasse ou soit intimidé au point de se retirer. Si la créature s'approche, il faut tout faire pour ne pas la toucher. Il faut lancer des objets ou brandir une arme de fortune en cas de besoin. Même si elles n'ont pas tendance à blesser délibérément les êtres humains, du fait de la nature fluctuante de la position des créatures dans l'espace et le temps, un contact physique direct entre elles et un humain peut entraîner une fusion dermique. Ils se retrouvent alors collés l'un à l'autre, mais la créature ne s'en rend pas compte. Et lorsqu'elle tente de s'enfuir en laissant l'humain derrière, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait très mal. Imaginez qu'on vous arrache un gros pansement. Maintenant, multipliez cette sensation par 1000, puis multipliez à nouveau, puis encore une fois. Voilà ce que ça fait. Bien que ces directives aient été élaborées spécialement pour les agents de terrain de la Fondation, elles peuvent également se révéler utiles pour toute personne qui croise malencontreusement la route d'un SCP-2901. Si vous vous trouvez en pareille situation, j'espère que ces conseils vous permettront d'éviter des traumatismes et des souffrances inutiles. Encore une chose, j'ai d'abord pensé que les renseignements précédents constituaient l'ensemble des informations disponibles sur la nature du SCP-2901. Cependant, après avoir obtenu des autorisations de sécurité supplémentaires par des moyens que je ne détaillerai pas ici, par souci de sécurité pour toutes les personnes impliquées, j'ai pu accéder à certaines informations classifiées du dossier. Il s'agit d'une missive de la division de la désinformation, de la censure et de la suppression, détaillant une pratique de confinement connue sous le nom de Opération Photographie du chirurgien, visant à lancer une campagne de désinformation publique sur la nature du SCP-2901. Le but de cette opération n'est pas de dissimuler au public des informations sur le SCP-2901, mais plutôt de contrôler les informations auxquelles il a accès. Il y a un résumé de la procédure de l'opération et de son succès.
On peut lire. L'évolution que connaissent actuellement les SCP-2901 est le fruit des efforts de la Fondation visant à manipuler les informations les concernant. Les SCP-2901 sont un groupe d'entités extradimensionnelles dépourvues de structures et d'objectifs cohérents et stables, et qui ne se fusionnent que par le biais d'une réconciliation observationnelle continue. Pour que le SCP-2901 conserve une masse physique stable, environ 75% de la population humaine située dans un rayon de 500 km doit avoir une vision commune de ce qu'est le SCP-2901 et de ce qu'il fait. Les SCP-2901 ont d'abord été classés Keter très instables, capables de produire des scénarios de classe CK de façon aléatoire. Les recherches plus poussées sur les comportements imprévisibles des SCP-2901 se sont avérées infructueuses, car à l'insu des scientifiques de la Fondation de l'époque, les SCP-2901 évoluaient involontairement à chaque nouvelle observation. Lors d'une brèche de confinement dans la région des Appalaches, dans le sud des États-Unis, le SCP-2901 s'est progressivement transformé en une forme singulière, à mesure qu'il était en présence d'humains. La population a commencé à accepter l'idée que le SCP-2901 était un humanoïde de couleur sombre, doté d'ailes et de grands yeux rouges, ce qui coïncidait avec le folklore local préexistant. Le SCP-2901 a également commencé à développer des comportements de prédateurs et à produire des signaux sonores anormaux, dont on pense qu'ils sont dus à la peur générée par le contact avec les communautés environnantes. Les chercheurs de la Fondation ont constaté ces effets et ont entrepris d'isoler le SCP-2901 autant que possible. Cependant, privé de données sensorielles, le SCP-2901 a recommencé à se comporter de manière très instable. La décision a été prise de maintenir le SCP-2901 dans un état de fonctionnement contrôlable en continuant à faire croire aux humains que le SCP-2901 est une créature tangible du folklore local, une sorte d'autre Bigfoot ou un autre monstre du Loch Ness. L'effondrement du Silver Bridge en 1967 et l'apparition du SCP-2901 dans les Appalaches n'ont en réalité aucun lien entre eux. Cependant, l'opinion publique fut totalement en désaccord, et dès lors, le SCP-2901 a commencé à apparaître lors d'autres catastrophes ultérieures. C'est à ce moment-là que s'est développé le comportement précognitif d'animal charognard que l'on observe aujourd'hui. La Fondation s'efforce de continuer à introduire progressivement les concepts qu'elle a développés pour favoriser l'évolution du SCP-2901 vers un comportement plus docile et plus facile à gérer. Je ne suis pas sûr d'apprécier ce que cela implique, à savoir que le fait que le Bigfoot et le monstre du Loch Ness n'existent pas. Personnellement, j'ai encore de l'espoir, même si cette conclusion continue de m'interpeller. Les croyances sont très puissantes. Elles peuvent façonner le monde qui nous entoure de manière surprenante. Et visiblement, elles peuvent même modifier la nature de toute une espèce de créature qui, autrement, refuserait de se plier à nos règles et à notre conception du monde. Qui sait à quoi ressembleront ces êtres et comment ils se comporteront dans quelques années? Pour l'instant, ce sont d'obscurs charognards précognitifs qui se cachent en coulisses en attendant que l'humanité soit confrontée à un désastre, pour ensuite profiter des dégâts occasionnés. Ils ne nous veulent peut-être pas de mal, mais leur existence peut et doit nous effrayer. Si vous vous retrouvez seul et que vous remarquez de grands yeux rouges dans l'obscurité, que vous entendez le bruissement des feuilles, que vous voyez quelque chose bouger dans les arbres comme un nuage de brume noire, il vaut mieux fuir cet endroit immédiatement. En effet, vous n'apprécierez probablement pas le spectacle qui suivra, étant donné que, peu importe le temps que cela prendra, un jour ou un mois, le SCP-2901 se rend uniquement là où il sait qu'il trouvera de quoi se nourrir. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers classifiés du Dr Bob, comme le SCP-4434, la Baudroie, pour découvrir un autre monstre aux yeux flamboyants tapis dans l'obscurité. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie. Car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.